Salut à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un peu Japon dans le Jura. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va me demander pas mal de boulot parce que ça fait 3 heures que je fais du rush et que je raconte toute ma vie là, sur un sujet qui est très compliqué à appréhender, surtout dans une synthèse sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Ça va ressembler un petit peu à la vidéo sur le temps, donc si vous appréciez cette vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo sur le temps, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le temps, parce que ça pourra vous apporter des choses probablement intéressantes. Et puis si jamais vous n'avez pas supporté la vidéo sur le temps, ben, franchement, vous pouvez tenter si vous êtes sympa et tout, mais je vous en voudrais pas si vous passez à une autre vidéo ou vous allez regarder autre chose. Bon, en tout cas, accrochez-vous, posez-vous confortablement. On va aborder la question de l'harmonie en général dans la construction, mon point de vue, ce qui fait que je distingue l'architecture japonaise par rapport aux autres architectures occidentales, par exemple. Finalement ce que j'ai découvert au fil de ma construction, certains points pour vous aider à pouvoir peut-être conceptualiser un peu mieux votre projet et peut-être vous ouvrir à une autre façon de regarder les volumes et la notion d'harmonie dans une construction. Déjà en intro, je vais vous mettre en garde déjà sur l'approche que moi je peux avoir de l'environnement et donc forcément l'approche que je peux avoir également du projet que je mène et la vision que je me suis faite de l'architecture au sens général et surtout de la construction de l'habitat de la maison. Je suis quelqu'un qui n'est pas rationnel, je suis empiriste, dans le sens où je n'accueille pas ce qui peut être expliqué par la rationalité en excluant le reste. Je suis quelqu'un qui approche l'expérience et qui l'apprend, aussi insaisissable soit-elle. Et donc, à la différence de la personne qui a une approche exclusivement rationnelle, je vais me retrouver avec un certain nombre d'éléments issus de l'expérience que je n'explique pas, et si je cherche, je trouverai qu'il n'y a pas non plus d'explication donnée par mes pairs, il n'y a pas d'explication donnée par l'humanité, ou sinon des explications différentes ou contradictoires. Donc voilà, ce qui est important quand on a une approche qui est empiriste et non rationnelle, c'est que il va falloir faire avec les contradictions. Et on ne peut pas dogmatiser, on ne peut pas conceptualiser quelque chose et le rendre finalement enserré, le cloisonner et en avoir eu comment dire, la totalité. La totalité du monde. Et par essence philosophique, métaphysique et même de manière sensitive insaisissable, puisque complètement en dehors de notre échelle, on est constamment en train de redéfinir finalement notre réalité, notre perception du monde, et on n'a que l'image du monde, on n'a absolument pas accès à ce monde-là. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, parce que ça nous ferait partir loin du sujet. Aujourd'hui, on constate par exemple que l'architecture est souvent une représentation de la volonté de contrôle des humains sur l'environnement. On va construire une maison et on va adapter l'environnement, et pas l'inverse par exemple, où on va également négliger ce rapport d'équilibre qu'il peut y avoir entre l'environnement et qui est nécessaire pour vivre entre l'environnement et l'humain, et on va plutôt chercher à faire en sorte que cet environnement-là coïncide avec l'image qu'on en a. Moi je me suis posé une question à un moment donné dans la construction, c'est de savoir si oui ou non je m'appuyais sur l'intuition au niveau de l'esthétique de la baraque, ou si et ça a été amené par des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes très intéressantes, si jamais c'était pas éventuellement quelque chose qu'on pouvait approcher de manière plus consciente. Intuitivement, dans la construction, comme je vous disais de manière générale juste avant, les rapports qu'il y a au niveau des dimensions au Japon me conviennent super bien, et conviennent à ma femme de manière idéale aussi. Et donc, mieux comprendre ce qui fait le choix architectural d'une culture et de l'humain en général, ça peut aider.
Donc voilà, j'aborde dans cette vidéo la question du nombre d'or et j'aborde dans cette vidéo la question des autres rapports naturels qui peuvent y avoir, enfin harmonieux, qui peuvent y avoir dans la nature et qui peuvent être remarqués par les mathématiques entre autres et la géométrie. Alors les amis, ça y est, enfin on parle un peu d'architecture. Je vous ai peut-être saoulé avec toutes ces histoires de chiffres, de nombres et d'approches psychologiques des choses. Mais c'est quand même important. Parce que voilà, dans l'architecture occidentale, pour moi il y a une forme de dynamique qui est très intéressante en soi, hein, évidemment. Mais par exemple, moi je recherche dans la construction que je vais composer, et que je suis en train de composer, je recherche une certaine forme d'équilibre et de rapport avec la nature et l'environnement qui m'a toujours semblé étrange parce que je la retrouvais dans l'architecture japonaise, que je la retrouvais pas dans l'architecture occidentale, même si je faisais des comparaisons entre des maisons qui sont faites avec les mêmes matériaux, même si j'essayais de comparer des formes similaires, etc. Et puis j'arrivais pas trop à dénouer. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une partie de l'explication qui se trouve dans le fait qu'en Occident, on utilise beaucoup le triangle et qu'au Japon, ils ne l'utilisent pas. Et que le triangle, ben, avec ses diagonales, amène une forme de dynamique qui peut être magnifique, hein, et en aucun cas je critique l'architecture occidentale, c'est juste que pour ma maison, j'ai pas envie de l'amener à être dans cette forme, dans cette représentation-là. Dans l'architecture japonaise, il y a effectivement le moins possible de diagonales. Donc les toits vont quand même être avec une pente, donc, mais ça c'est parce que forcément il faut faire aussi avec l'environnement. Donc voilà, donc il y a forcément le triangle qui est là, et puis le triangle va aussi délibérément être, mais souvent à l'extérieur de la maison. On va trouver des jambes de force en diagonale à l'extérieur de la maison. On va trouver aussi des diagonales, mais sur le plan horizontal. Et sur le plan vertical, eh ben c'est très rare, très rare de trouver des diagonales sur une façade. Pour cette raison. Alors que nous, par exemple, j'en sais rien, moi, le colombage présente nombreuses diagonales. Et puis de toute façon, quand on fait un rectangle, on met un triangle dedans pour le renforcer, parce que en Europe, la seule forme indéformable, c'est le triangle. Donc on contrevente avec des triangles. Au Japon, ils ne contrevendent pas avec des triangles. Ce qui est d'ailleurs plus intelligent d'un point de vue sismique, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. J'ai aussi remarqué que le rapport de hauteur et de largeur d'un rectangle en Europe, et quand l'architecte a une vision qui est éclairée de l'architecture, eh ben, il va utiliser le nombre d'or. Nous, en tant qu'occidentaux, on se focalise sur les choses qu'on découvre. Si on découvre un truc, on va se focaliser dessus jusqu'à qu'on puisse lui démonter sa gueule pour ensuite le remplacer avec autre chose. Et on a beaucoup de mal à avoir une pensée beaucoup plus globale, où on va intégrer en fait différentes approches qui peuvent potentiellement se contredire si on les mettait toutes sur le même référentiel. Je m'explique parce que c'est important. Par exemple, une personne qui est équilibrée et qui ne s'est pas coupée de sa spiritualité, de son imaginaire, de ce qui fait finalement la vie de l'existence aussi et qui lui donne un sens, va pouvoir en même temps accepter l'idée qu'un jouet d'enfant important puisse avoir un lien affectif avec l'enfant. Par exemple, un enfant a un nounours, et ben son nounours, ça peut être son confident, ça peut être son ami, ça peut être son frère ou sa sœur, et donc il va y avoir une relation, un lien, et finalement cette ours en peluche va être en quelque sorte dans la représentation qu'on peut en avoir, que l'enfant peut avoir, mais également que l'enfant devenu adulte peut avoir. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la vie. Et de l'autre côté,
Cet enfant qui a grandi a bien compris à un moment donné, parce qu'on lui a expliqué que cet ours en peluche n'est qu'un objet et n'a pas de vie, n'a pas d'âme, n'a pas tout ça. Et ces deux choses-là, qui sont contradictoires, sont assez difficiles à digérer dans notre société, dans notre occidentalité, alors que c'est quelque chose d'extrêmement commun et très simple et qui appartient absolument à la culture orientale depuis... Et c'est pas pour autant qu'ils sont hyper scientifiques et hyper rationnels qu'ils ont oublié de passer à leur temple shinto ou avoir un rapport au monde qui est un rapport par exemple animiste. Dans mon approche du monde, j'ai une approche qui tend vers et qui se rapproche de plus en plus avec une approche qui ressemble à l'approche orientale. Et ce que je mets en place dans ma construction trouve ses valeurs dans des valeurs qui sont typiquement et facilement représentées par l'architecture japonaise. C'est pour ça d'ailleurs que ça me permet de réfléchir et d'avoir un regard critique sur l'approche architecturale occidentale. Dans le nombre d'or qu'on a sublimé, on a finalement l'harmonie qu'on retrouve dans les cathédrales. Si on regarde les cathédrales et qu'on les décortique d'un point de vue géométrique, on va retrouver un peu de partout, surtout les grands exemples de réussite esthétique qui sont amenés à la postérité de l'esprit occidental et qui en devient des références. Dans ces références architecturales, le nombre d'or est omniprésent. Et quelqu'un par exemple qu'on a tendance à très facilement mettre en avant dans une discussion, qu'un architecte européen va très facilement mettre en avant et va s'en servir comme référent, ou n'importe quel passionné d'architecture va avoir à un moment donné, un peu comme un point Goldwyn, il va y avoir un point Le Corbusier. Et donc très rapidement on va arriver sur une discussion où il va y avoir Le Corbusier. Le Corbusier, c'est quelqu'un qui, si je le caricature un peu méchamment, a dogmatisé la notion du nombre d'or comme étant l'exclusivité, l'accès exclusif à l'harmonie, à une forme d'harmonie. Moi j'ai envie de dire, lui peut-être il répondrait sauvagement autrement, mais pour moi voilà, c'est une forme d'harmonie et pas une harmonie. Alors j'ai pris quelques notes puisque je vais finir par me perdre. Alors souvenez-vous d'un truc tout bête. Le Corbusier déjà il dit là où naît l'ordre, naît le bien-être. J'adore, je trouve ça fantastique. C'est terrible, parce que dans la nature, l'équilibre ne se trouve pas dans l'ordre. Nous, on a tendance, dans notre incapacité à récupérer la symbolique du monde, on a tendance à la réduire à des signes. Et ces signes-là, on s'y accroche comme on s'accroche à la vie en quelque sorte, et on n'arrive plus à saisir l'arborescence qu'il y a dans le mystère de l'existence. Et j'espère que je vous parle en vous parlant comme ça. Si jamais vous trouvez ça indigeste, cette façon-là de parler, qui est en fait ma façon la plus naturelle, je ne suis pas aussi synthétique j'ai peut-être une forme de langage qui est un peu plus difficile à appréhender que dans les autres vidéos, mais pour moi, il faut que j'utilise cette forme de langage-là pour pouvoir vous apporter ma vision de la chose, parce que sinon je la réduirais à quelque chose d'inaccessible. Donc je suis obligé de faire ces nuances-là. La nuance entre le symbole et le signe, on peut en reparler dans les commentaires si vous voulez. Je peux vous expliquer un peu mieux par un paragraphe si jamais vous avez bloqué dessus. Mais pour moi, c'est symptomatique de notre position consciente et rationnelle dans le monde. On se croit encore maître en la demeure, alors qu'à la fin du 19e siècle, il était établi scientifiquement que l'humain n'était pas maître en sa demeure. On se croit maître en notre demeure, en croyant qu'on n'est qu'une machine essentiellement gouvernée par le cerveau, alors qu'aujourd'hui on se rend compte scientifiquement qu'on a plus de bactéries et on a plus d'ADN de bactéries dans le corps qu'on a de cellules et d'ADN qui correspond à notre séquence d'ADN cellulaire.
On croit qu'on est maître dans la demeure alors qu'on a nos émotions et une grande partie du fonctionnement de notre cerveau qui est déterminée et qui est influencée par un autre cerveau qu'on a du mal à digérer, c'est le cas de le dire, et qui est pourtant bien là, qui est l'ensemble neuronal qui se trouve dans nos tripes. Et pourtant, dans la sagesse populaire, on a des formulations qui sous-entendent que notre intelligence n'est pas juste ici, et que le ventre a quelque chose à nous dire, et qu'il a sa part de travail. Bref, pour dire tout simplement que on se croit maître dans notre demeure, et on se rend de plus en plus compte qu'on n'est absolument pas maître ni de l'environnement. Bon, ça c'est la question écologique en général. Et plus important encore, je pense, on se croit maître au niveau de ce qu'on peut qualifier de l'esprit. Et on n'est pas maître de notre esprit. C'est pas notre esprit. On a une place dans un environnement intérieur qui est très vaste, dans lequel plein de choses nous échappent. Et dans ces choses qui nous échappent, il y a des choses qui sont capitales et qui nous nourrissent et qui sont capitales pour donner du sens à notre existence. Et entre autres, par exemple, comment vous caricaturez ça, nos instincts, nos symboles humains qui font qu'on se ressemble, qui fait qu'on se comprend, qu'on voit chez un autre humain, c'est pas son aspect individuel et son identité unique. Parce que si on était tous uniques, on ne pourrait pas se reconnaître. On est tous uniques dans quelque chose de plus large que l'on ne maîtrise pas et dans lequel il faut établir une relation de dialogue, je pense, qui nous reconnaît en tant qu'humains. Et dans l'architecture, je pense que c'est un peu le même problème. On a une projection de la conscience, une rationalisation de l'architecture qui fait qu'on arrive aujourd'hui à des architectures qui ont souvent aucune résonance. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de résonance. Quand on arrive en face d'un bâtiment, même s'il a été fait juste avec le nombre d'or, il peut y avoir une résonance, parce que ce nombre d'or ne nous appartient pas fondamentalement et appartient à la nature. Et on ne fait que utiliser l'outillage qui est issu de cette observation. Et il est très important d'être observateur du monde. En Occident, lorsqu'on observe quelque chose, on se focalise dessus et on oublie le reste. Souvent, c'est ça. Eh ben, on s'est focalisé sur le nombre d'or, alors qu'il y a d'autres nombres qui se retrouvent irrationnellement et qui ne sont pas entiers dans la géométrie. Et qui, pour beaucoup de populations, fait partie du sacré dans l'espace des mathématiques, et donc de la géométrie, et donc de l'architecture. Alors, pour en revenir à cette question du nombre d'or occidentalisé par exemple le Corbusier et mis sur un piédestal complet, j'ai envie de dire aussi que finalement le Corbusier c'est un bonhomme qui est un bel exemple de cas de ménopause précoce transformée en coït mental, dans le sens où il y a une césure entre sa nature, son naturel, ce qui fait que l'homme est un être vivant naturel, fondamentalement naturel, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais également un être conscient, conscientisé, et parfois la conscience, pour se protéger peut-être de la peur de plein de choses, de la mort entre autres, elle va se couper avec la vie, l'imaginaire, avec la magie de l'existence. Et cette magie de l'existence, je dis pas ça comme
comme on pourrait caricaturer dans la bouche d'une bonne femme, comme on dirait, hein, sachant qu'il n'y a pas de bonne femme ni de bon homme en soi, et qu'il ne faut pas décrédibiliser quelque chose qui est une constante dans l'humanité. Depuis le fond des âges, à travers toutes les civilisations, l'humain est un être irrationnel. C'est pas un être rationnel. Et quand aujourd'hui on arrive à devenir quelque chose qui est une sorte de handicapé mental par la rationalité, comme Le Corbusier pouvait être aussi dans une certaine critique aiguë, que je ne ferai pas personnellement à lui, que j'adresserai pas personnellement et directement, et je vais pas brandir cet étendard-là parce que je ne connaissais pas l'homme et j'ai une vision que médiocre de son architecture. Mais il m'apparaît que il pourrait ressembler en tout cas en caricature à cette handicapé qu'est l'humain trop rationalisé. Bon les amis, alors si vous voulez construire votre baraque en étant pas bêtement rationnel, mais que vous voulez faire quelque chose qui dépasse la simple rationalité et maîtrise de l'espace pour faire quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie avec le réel, eh ben, vous allez avoir besoin peut-être d'un peu plus de points d'appui que simplement les dimensions de vos matériaux ou les fonctions de vos pièces, etc. Quand moi je me suis retrouvé en face de la page blanche sur laquelle j'allais dessiner la baraque, j'avais plusieurs solutions. Soit je singeais une construction déjà existante, ce que fondamentalement je me suis toujours refusé et je me refuserai toujours, donc ça c'était exclu. Soit je construisais les espaces et les volumes de la maison en fonction d'éléments strictement rationnels, comme par exemple la taille des matériaux pour faciliter la mise en œuvre, la gestion des espaces qui allaient se faire dedans, combien de meubles il y allait avoir, quelle superficie minimale est nécessaire pour la chambre, quelle superficie minimale est nécessaire pour la salle de bain, etc. Et puis rester par rapport à ces superficies-là, sachant qu'une superficie ne suffit pas pour faire une forme. Donc il faut également après, est-ce que je fais un rectangle, est-ce que je fais un carré, est-ce que je fais une forme complexe ou je sais pas quoi. Donc, étant donné que moi j'ai un chemin qui tend toujours vers la simplicité plutôt que la facilité ou la projection, eh ben, j'ai cherché des formes simples, donc en gros des carrés, des rectangles, et puis c'est tout. Et même en faisant que des carrés, des rectangles, on se retrouve toujours avec une trémie d'escalier qui va un petit peu casser l'ensemble, etc. etc. Et puis il y a cette réflexion à faire sur quelle forme, quel rapport va y avoir, par exemple dans un rectangle. Est-ce que je vais faire un rectangle allongé ou plutôt écrasé sur lui-même, etc. Où se trouve finalement le point d'équilibre. Et donc en faisant ce chemin-là de réflexion sur le dessin, eh bien, je me suis posé la question de l'harmonie. Alors au début, je l'ai fait instinctivement. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille A4 et je me suis rendu compte que la feuille A4, elle m'allait bien en termes de dimension. Donc j'ai fait un espace qui est la partie habitable de la maison, qui est le rapport d'une feuille A4 retranché de l'espace de la véranda. Et l'espace de la véranda, je l'ai fait de la largeur qui correspondait à son usage, pour réduire au maximum la superficie au sol, pour payer le moins de taxes possible. Voilà. En gros, c'est pour caricaturer l'idée que j'ai utilisée au départ. Mais après, il fallait positionner le poteau central. Je ne pouvais pas, d'un point de vue intuitif, le mettre au centre. Parce que j'avais l'impression de rigidifier énormément et de chercher la symétrie. Sauf qu'en fait, c'est l'asymétrie et pas la symétrie. C'est l'asymétrie qui est pour moi la bonne façon d'intégrer la dynamique
à un dessin ou à un projet d'habitat, etc. La symétrie, par contre, appelle une autre forme de dynamique qui va se trouver au niveau de la forme même de sa structure. Comme l'équilibre dans la dynamique au Japon se trouve par l'asymétrie des volumes, mais l'absence de diagonale, par exemple, et ben c'est vers ce chemin-là que je me suis dirigé. Alors que, par exemple, on va trouver dans l'occidentalité des maisons qui vont être beaucoup plus symétriques, mais sur lesquelles il va y avoir beaucoup plus de diagonales. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'en Occident, on va utiliser beaucoup le rapport du nombre d'or, et en Orient, on va utiliser d'autres types de rapports. Donc, pour vous, quand vous êtes en face de votre feuille de papier, si vous voulez vous affranchir de la facilité de notre société qui standardise la construction et qui lui enlève toute son âme, à un moment donné, peut-être que vous allez croiser le chemin de cette question, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport sur lequel je pourrais m'appuyer, qui me permettrait peut-être, devant une page blanche, de positionner avec plus de précision ce qu'intuitivement je cherche à positionner. Et ça simplifie beaucoup de choses. Pour moi, ça m'a simplifié la vie. Dans le sens où quand j'ai commencé à comprendre que ma vibration intuitive, finalement, se rapprochait beaucoup plus de racine de 2, du carré et du rectangle qui découle de cette diagonale projetée du carré, et ben finalement j'ai compris pourquoi j'étais attiré par exemple par les tatamis, qui sont d'un rapport de 1 sur 2. C'est les tatamis occidentaux, maintenant que vous allez, si vous tapez tatami achat, vous allez tomber sur des sites de vente de tatami, et vous regardez la liste des dimensions, et vous allez avoir parfois une dimension de 1 sur 2, puis parfois vous avez des dimensions complètement bâtardes, qui peuvent servir pour combler des espaces si votre pièce n'a pas exactement un rapport de 1 sur 1 ou un rapport de 1 sur 2. Mais en fait, c'est plus parce que, tout simplement, nous, on a perdu cette compréhension du tatami. Avant, même s'il y avait plusieurs tailles de tatami au Japon, il n'était en aucun cas en dehors du cadre du rapport de 1 sur 2. Ah, ça y est, c'est fini. J'ai fini de raconter tous mes délires sur l'harmonie et la spiritualité dans la construction et tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été agréable à suivre. Le sujet est très chiant et très complexe à synthétiser. J'ai eu beaucoup de mal pendant les rushs de garder le fil conducteur, un fil conducteur solide. J'ai fait énormément de digressions, donc je m'en excuse, hein, mais bon, je ne suis pas un professionnel du tout. J'ai juste essayé de vous donner l'approche que j'ai utilisée pendant tout ce démarrage de projet et qui va augmenter avec le temps. Là maintenant, je me suis fait des gabarits avec le rapport de racine de 2. J'utilise ce rapport-là pour vérifier également mes volumes. Et puis plus généralement, j'ai une vigilance sur ce sujet-là qui me permet aujourd'hui, je pense, de tirer vers un habitat qui me correspond et qui correspond à ma femme de manière plus précise. Je pense que ça a été une nette amélioration de mon rapport conscient à l'habitat que de pouvoir faire sortir un peu de terre toutes ces questions-là. Donc j'espère que ces questions-là vous apporteront la même chose qu'à moi, c'est-à-dire qu'elles vous permettront de prendre juste assez de recul conscient pour ne pas oublier d'être empiriste, mais en pouvant être peut-être plus à l'aise par rapport au volume et à l'harmonie, parce que finalement c'est toujours compliqué quand on a le nez sur le mur
d'avoir une vue d'ensemble de l'harmonie de la baraque. Et si comme moi vous voulez pas passer des heures et des heures et des heures à faire des dessins et 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 des dessins de tout ce que vous faites, de toutes les petites nuances que vous allez apporter pendant votre construction, et ben voilà, là il y a un truc. Par exemple, le débord de toiture de ma véranda que je vais faire, parce que j'ai changé les plans et je vais faire une toiture qui va récupérer la toiture de l'Engawa. Bon bref, je vous ferai un dessin peut-être et je vous présenterai la maison peut-être dans une autre vidéo parce que ça peut être utile. Mais le débord de toiture correspond à 1,414 si on prend 1 comme étant la largeur du toit du dessus. Donc il y a un rapport de 1,414 entre le toit de la véranda et le toit, la largeur du toit à 2 pans qui est au-dessus de la maison. Et voilà, et puis c'était super simple finalement pour arriver à trouver une harmonie qui me correspondait. Donc voilà, donc c'est peut-être un truc qui peut être intéressant pour vous. Si vous avez une affinité sur une autre forme géométrique, sur un autre type de rapport, je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser ce rapport-là, je suis en train de dire qu'il y a plein de rapports qui existent et qui ont été découverts dans les mathématiques qui permettent de faire des suites qui sont géométriques, qui sont harmonieuses. Ces rapports-là, il suffit juste de les observer pour y trouver son affinité. Et peut-être que pour vous, l'équilibre et l'harmonie se trouvent dans la représentation géométrique à travers l'utilisation du nombre d'or. Peut-être que c'est le nombre d'or qui vous permettra d'être la clé pour pouvoir déverrouiller votre approche consciente de l'harmonie dans votre construction. Peut-être que vous êtes grand fan du Corbusier. Moi par contre, j'ai pas d'affinité avec ce nombre-là, plus que ça, même si je le connais comme réel, même si je le ressens intérieurement, même si effectivement je vais trouver beau quelque chose qui peut comprendre d'un point de vue géométrique le nombre d'or, il en reste que dans la construction, pour moi, il ne doit pas apparaître, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'est juste un choix, je pense, une résonance individuelle à avoir. Mais une fois qu'on a compris ça et qu'on a enlevé le côté un peu extrémiste de la pensée qui gravite autour du nombre d'or et qu'on arrive à être un peu plus relatif et qu'on arrive à finalement approcher les choses de manière plus globale, à ce moment-là, on peut se dire, ah ben tiens, il y a peut-être des rapports qui sont intéressants à connaître. Et peut-être que je peux réfléchir, prendre 5 minutes à regarder les rapports qui existent, regarder un nombre d'or, les formes qui en découlent, regarder ce qu'on fait avec la racine de 2, ce qu'on fait avec pi, etc. Et puis y trouver finalement la voie privilégiée qu'on a vers la notion d'harmonie et d'équilibre pour faire une maison qui soit en même temps à son image et en même temps à l'image du monde. Voilà. Bon allez, assez de philosophie. Bonne journée.